Bonjour à toutes et tous. Alors bienvenue dans cette dernière séquence de l'année de Smart Women. Smart Women, c'est l'émission qui donne le pouvoir aux femmes et j'ai le plaisir de l'animer depuis maintenant 6 mois. J'ai ainsi pu vous faire découvrir, ou mieux connaître du moins, une quinzaine de personnalités du monde économique qui, comme moi, sont convaincues que les femmes doivent prendre leur juste place et que c'est une clé essentielle d'équilibre et de croissance pour notre pays. Alors aujourd'hui, je vais recevoir dans la séquence Collective Women, je vais recevoir l'association 60 000 rebonds, représentée par son secrétaire national Philippe Fourquet. J'accueillerai ensuite la très connue Hélène Bourboulou, administratrice judiciaire. Et puis nous nous arrêterons là, donc nous aurons dans les deux cas abordé cette fois-ci les femmes dans l'économie sous l'angle de leur capacité de résilience et de rebond. Mais nous n'irons pas plus loin avec un portrait parce que la dirigeante qui devait venir pour le portrait est malheureusement au fond de son lit, rattrapée par le virus de la grippe comme beaucoup d'entre nous. Bonjour Philippe Fourquet. Bonjour Marie-Claire. Philippe, merci d'être avec nous sur le plateau de Smart Women. Alors Philippe, vous êtes le secrétaire général de l'association, de la Fédération nationale de l'association 60 000 rebonds. Et vous êtes également engagé dans l'accompagnement de l'entrepreneuriat féminin. Vous faites d'ailleurs partie de Femmes de Territoire. Et j'ai eu le plaisir de recevoir Marie-Éloi, la présidente, ici même cet été. Alors je vous ai demandé de venir aujourd'hui parce que j'ai eu envie cette fois-ci de questionner finalement la façon dont les femmes réagissaient en situation de cessation d'activité, puisque en l'occurrence c'est bien de ça dont il s'agit quand on parle de 60 000 rebonds. Alors avant que vous ne me disiez tout ce que vous avez pu constater, je voulais préciser que l'association de 60 000 rebonds avait été créée donc en 2012 par Philippe Rambaud, qui était lui-même un entrepreneur en situation justement de faillite. Et à l'époque, il était parti d'une idée simple, qui était de dire, il y a 60 000 faillites dans l'année, en gros, et pour qu'ils ne soient pas perdus, il faut essayer de les aider, ces entrepreneurs, à rebondir et à repartir. Voilà. Alors, je voulais que vous nous en disiez bien sûr davantage. Donc, en quelques mots néanmoins, mais l'association, comment elle fonctionne, comment elle accompagne Oui, très bien. Donc, en 10 ans, il y a eu du chemin de parcouru, donc ça c'est important à noter. Désormais, l'association, elle est présente dans plus de 40 villes en France. Donc c'est une fédération avec 10 associations territoriales et une tête de fédération dont vous venez de parler. Elle accompagne, ou elle va avoir accompagné à la fin de l'année 2022 de l'ordre de 750-800 entrepreneurs, alors qu'on en avait accompagné 600 l'année dernière. Oui. Donc c'est par an, en gros, 700, 800 maintenant. Oui, on constate, et on va y revenir, une progression du nombre d'entrepreneurs à accompagner. L'association, c'est 1200 bénévoles, et c'est plus d'une trentaine de salariés qui sont répartis dans les différentes associations territoriales. Alors, effectivement, ce qu'on constate, c'est important, on constate une augmentation du nombre de personnes qui arrivent dans notre association, et ça depuis quelques mois. On a un pourcentage de femmes accompagnées qui est de l'ordre de 30%. Ça, on va y venir. 37%. On va y venir parce que c'est important, justement. 37%, qui est peu ou prou le taux de création d'entreprises par les femmes. L'accompagnement en lui-même, il se décompose en deux grandes parties, pour faire simple. Un accompagnement individuel et un accompagnement collectif. Un accompagnement individuel, l'entrepreneur qui arrive dans l'association, il est accompagné par un parrain, une marraine, c'est un chef d'entreprise en activité ou jeune retraité, et puis un coach. Et c'est un coach professionnel, coach d'entreprise, généralement qui est certifié par une école de coaching. Alors les deux accompagnateurs, si je puis dire, ont un rôle bien particulier au sein de l'association. Le coach, il va travailler en premier sur la confiance, rétablir la confiance en soi. Oui, parce que là, il y a du travail dans ces conditions-là. Voilà, parce qu'au sortir de la liquidation, de l'entreprise, l'estime de soi, la confiance en soi, et aussi c'est en grande partie lié au regard qu'on porte sur ce qu'on appelle l'échec, fait que l'entrepreneur s'est isolé, s'est replié sur lui-même, a perdu ce socle de confiance en lui. Donc le coach va travailler sur cette partie-là, va permettre à la personne de retrouver confiance en elle. Mais une deuxième chose qui est très importante, il va permettre à la personne de mettre le doigt
sur ce qui n'a pas fonctionné dans cet échec entrepreneurial. Et pourquoi on fait ça? On fait pas ça par masochisme, parce qu'on sait que si on ne fait pas cette démarche d'identifier la cause ou une des causes, on n'arrive pas à rebondir dans de bonnes conditions et on risque de commettre les mêmes erreurs. On ne va pas lui faire prendre toute la responsabilité. On va parler des femmes, Philippe. Oui, on va pas prendre, effectivement. Et puis, deuxième personne qui accompagne, le parrain, la marraine, en individuel, et là, c'est plutôt sur le nouveau projet. Comment se projeter et comment aider cet entrepreneur à se projeter. Oui, c'est vraiment un binôme gagnant, et j'ai pu constater à quel point ça fonctionne très bien. Alors, parlez-nous, puisque c'est le sujet, parlez-nous des femmes. Alors, vous disiez 30-35%, c'est-à-dire en gros le chiffre des femmes entrepreneurs. Donc, alors, comment ça se passe? Alors, ce qu'on constate quand même, quand on regarde la typologie des entreprises qu'elles avaient avant de connaître la liquidation, on est avec, par rapport aux hommes, au sein de 60 000 rebonds, avec plutôt des entreprises de plus petite taille. La quote-part des moins de 5 salariés est beaucoup plus importante en termes de nombre chez les femmes qui ont... Comme dans le tissu économique, là encore. Voilà. Après, on a une deuxième caractéristique, mais qui confirme, comme vous le dites, ce qu'on voit, c'est le type d'activité. Très peu d'industrie, bien évidemment, c'est un fait, et beaucoup de commerce. Beaucoup de métiers liés à la prestation de services. Donc ça, c'est très clair. Après, on n'a pas sur le rebond, si on parle là, parce que ce qui est important... Oui, c'est intéressant, c'est de voir l'attitude qu'elles ont, effectivement, dans ces cas-là. Voilà. Alors, sur le rebond, on n'a pas... chez 60 000 rebonds, généralement, c'est 50% de rebond salarial, 50% de rebond entrepreneurial. Et quand on regarde, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, les taux de rebond sont à peu près identiques. Sachant qu'il faut être prudent, comme on avait eu l'occasion d'en discuter, sur le rebond salarial. Le rebond salarial est souvent par nécessité. C'est pas une fin en soi. Et quand on les interroge 2, 3, 4 années plus tard, généralement, les personnes ont quitté l'emploi salarié et repartent sur un nouveau projet entrepreneurial. Après, j'ai essayé de regarder, en bénévole, on est grosso modo sur 50% de bénévoles hommes, 50% de bénévoles femmes. Ça, c'est bien, parce que ça veut dire que vous accompagnez avec des femmes. Donc voilà, c'est ça. Très bien, Alors, j'ai pas encore les chiffres pour savoir si dans l'accompagnement, le binôme dont on parlait tout à l'heure, les femmes avaient plutôt des femmes en tant qu'accompagnateurs et les hommes plutôt des hommes. Ça, je n'ai pas l'info. Mais par contre, ce qu'on voit, et ça, c'est un point assez intéressant, le délai moyen pour venir solliciter l'association est plus court chez les femmes que chez les hommes. Donc une prise de conscience plus rapide Peut-être, voilà, ou une prise de conscience de cette réalité, vous avez raison. Et une prudence, enfin, on sait que généralement les femmes sont assez prudentes parce qu'elles veulent absolument tenir les rênes de l'affaire, donc là peut-être qu'elles viennent vers vous plutôt pour ça. Alors ce qu'on voit aussi parfois, c'est un moindre épuisement, c'est-à-dire qu'on constate souvent chez l'homme, au moment où il arrive dans l'association, un vrai épuisement complet physique, parce qu'il a essayé jusqu'au bout et peut-être même trop loin, trop souvent. Et donc, elles ont peut-être, elles le montrent peut-être différemment, mais ont peut-être tiré les conséquences de ce qui se passait un peu plus tôt. Ça, c'est plus dur à ce stade que chez les hommes, en disant, voilà, là, ça marche pas, je préfère arrêter. Ça rejoint peut-être ce que vous évoquiez sur cette prudence à laquelle vous faisiez allusion. Donc voilà, donc peu de choses, mais qui confirment, peu de choses spécifiques, entre guillemets, mais qui confirment finalement des éléments qu'on a déjà, en termes économiques. Mais oui, c'est intéressant parce que finalement, on n'avait jamais, personnellement, j'avais jamais posé cette question de cette façon-là, et c'est vrai que de constater que finalement on retrouve exactement la typologie, parce que vous n'avez pas parlé de territoire, mais c'est pareil, c'est l'ensemble des territoires concernés, c'est partout, et on retrouve exactement ce que l'on a dans la typologie économique en fait du pays, en termes de taille, d'activité pour les femmes par rapport aux hommes. Exact. Mais après, comme ce sont des entrepreneurs de toute façon, parce que c'est comme ça le sujet, leur façon de réagir ressemble finalement, ça gomme un petit peu les différences, sauf qu'elles sont peut-être effectivement plus en amont dans la perception de la situation. Et je prépare peut-être une prochaine interview par vous, c'est que j'ai pris la responsabilité au sein de 60 000 rebonds de ce qu'on appelle l'Observatoire du rebond. On a créé cet observatoire pour justement examiner plus en détail les rebonds, les typologies des entrepreneurs. Et donc, pas plus tard que la semaine dernière, on a décidé de faire une étude
focus sur les femmes que nous accompagnons pour pouvoir disposer d'informations que je pourrais venir vous présenter lors d'une première. Là, vous avez dit ce qu'il fallait pour qu'on ait envie de vous Voilà, exactement, j'ai fait exprès. Merci beaucoup, Philippe. De toute façon, franchement, merci pour ce regard. D'ailleurs, on va le prolonger, parce qu'après vous, je reçois Hélène Bourboulou, donc on va être à nouveau sur des situations de crise, donc ça sera intéressant de voir également son regard. Merci beaucoup, Philippe. Un grand merci, Marie-Claire. Et bonne fête. Merci pour tout. Merci. Au revoir. Bonjour Hélène Bourboulou. Bonjour Marie-Claire. Très heureuse de vous recevoir et vraiment merci d'avoir accepté de prendre un petit peu sur votre emploi du temps chargé pour venir nous parler. Alors Hélène, vous êtes bien connue dans le monde économique français. Alors certains diront hélas, d'autres diront heureusement, car vous êtes l'administratrice judiciaire star. On peut le dire ainsi, et parce que tous les dossiers en fait, les plus importants passent par votre médiation, donc ça c'est un fait. Quand on vous rencontre, ce qui frappe, ce qui marque positivement, c'est l'énergie que vous dégagez, la détermination que vous affichez en toutes circonstances pour aller au bout, et c'est-à-dire pour sauver en fait l'emploi, sauver l'outil, tout en ayant une vision équilibrée des contreparties que chacun doit apporter. Donc je pense que c'est un aspect très positif. Alors vous êtes aussi une femme engagée pour la promotion des femmes dans le monde économique, hein. Vous êtes présidente d'HEC au féminin, on y reviendra un petit peu. Mais bon, je sais que vous n'avez pas forcément envie de parler de vous, on est là pour parler des femmes en situation de crise. Néanmoins, dites-nous un petit peu comment on devient administratrice judiciaire, quelles sont les motivations, comment ça s'est passé votre parcours? Effectivement, d'abord par hasard, parce que, comme vous pouvez l'imaginer, c'est un métier qui est assez peu connu, qui est d'ailleurs souvent confondu avec la mort de l'entreprise pour son sauvetage. Donc c'est par hasard, mais j'avais fait HEC et je cherchais un environnement qui soit aux confins du droit et de la gestion. Je cherchais un job qui valorise l'indépendance. Et ma fonction, vous l'avez rappelé, consiste à, en indépendance, essayer de trouver une solution équilibrée. Et puis, je cherchais un job qui me permette aussi d'être entrepreneur. Ça comptait beaucoup pour moi. Oui, parce que vous avez fait HEC, option entrepreneuriat. Par ailleurs, exactement. Ouais. Et donc, j'ai créé... c'est une entreprise d'administrateurs judiciaires. On a 11 associés, 16 bureaux, presque 100 collaborateurs. Oui, autant de femmes que d'hommes. Colossal. Parmi les associés. Et ce challenge d'une profession à rénover m'avait beaucoup motivée. Et je crois que la goutte d'eau, c'est lorsque l'administrateur provisoire de l'étude dont j'étais employée, qui avait eu quelques difficultés, avait passé un certain temps à me convaincre que ce métier n'était pas fait pour les femmes. Ah oui, ça y a rien de tel pour avoir envie de le faire. Je vous confirme que ça m'a donné très très envie de le faire, alors que je voyais déjà combien au contraire les qualités peut-être plus féminines étaient appropriées à ce métier. Voilà, donc, mais alors en pourcentage d'ailleurs, dans le métier en tant que tel, il y a combien de femmes? Chez vous, le moitié, mais globalement. Quand je l'ai rejoint, je crois qu'on était moins de 10 en France. Ouais. Sur, à l'époque, je pense, 120 administrateurs judiciaires. Il y en a plus chez les mandataires liquidateurs. Et aujourd'hui, je pense qu'on doit être peut-être 25%. Il y a un peu plus de femmes. D'ailleurs, il y a un peu plus de femmes depuis que l'examen est anonyme. Ah oui, d'accord. Oui, très bien. Les copies anonymes ont été très favorables à l'accessibilité des femmes. Les bien joués. Non, mais on en parlait avant d'entrer sur ce plateau, mais c'est vrai que les stéréotypes et on riait ensemble sur l'idée de la femme en situation de crise, et on disait c'est pas une crise de nerfs, c'est une crise de l'entreprise, c'est autre chose. Exactement. Comment vous réagissez d'ailleurs à ce que vous avez entendu, ce que Philippe Fourquet a dit à l'instant? Une réaction rapide par rapport à ce qu'il a dit, puis après on va venir sur vos sujets à vous qui sont des entreprises plus importantes. Ce qui m'a troublée, que j'ai relevé immédiatement, c'est lorsqu'il a souligné que les femmes entrepreneurs qui faisaient la démarche d'aller solliciter 60 000 rebonds le faisaient plus tôt, de manière plus précoce que les hommes. Et ça, ça fait un écho, ça trouve un écho avec une attitude plus objective dans l'analyse et la gestion de la situation chez les femmes chefs d'entreprise ou entrepreneurs que j'ai rencontrées, qui se sentent moins obligés de porter le poids de la faillite sur leurs épaules dans la société. C'est quelque chose qui est manifestement très présent encore chez les hommes, moins chez les femmes, peut-être parce qu'elles sont moins en position de responsabilité dans les grosses entreprises, et par ailleurs parce qu'elles ont une analyse plus probablement transverse et originelle. Et donc elles ont la lucidité qu'elles ne sont pas la seule explication de la réussite, et de la même manière qu'elles ne sont pas la seule explication de l'échec. C'est la première chose à faire pour admettre la situation, l'accepter, c'est de la comprendre. Bien sûr. Et si l'on se met au centre tout autant de la réussite, on est obligé de se mettre tout autant au centre de l'échec. On est le cœur du problème éventuellement. Et on se trompe dans le diagnostic, car c'est extrêmement rarement le fait
d'un individu. Il y a plusieurs causes en plus. Évidemment, un faisceau de raisons. D'accord, c'est intéressant. Alors vous, donc, dans le spectre que vous avez en vision permanente, d'ailleurs, combien, vous n'avez pas cité de chiffres, mais combien d'entreprises vous avez accompagnées dans les situations difficiles ? Alors ça, c'est plusieurs milliers. Plusieurs milliers, mais c'est important de le dire pour que... Des typologies d'entreprises très différentes, des toutes petites entreprises, des PME, des situations de procédure collective, donc assez dures, et puis des solutions, des situations de restructuration financière qui là mettent en lumière beaucoup plus le monde du private equity, très masculin. Donc le spectre est assez large. Il y a de moins en moins de femmes proportionnellement à la taille de l'entreprise. Hélas. C'est ce qu'on se constate. Mais lorsque les femmes sont chefs d'entreprise, on assiste à vraiment l'expression de qualités très très utiles, telles que le côté couteau suisse, la capacité à intervenir sur de très nombreux sujets en même temps, qui sont des vrais talents chez les femmes, dont elles assument en fait la réalité avec beaucoup d'humilité, et puis la capacité à communiquer. Or, on sait que c'est clé dans les difficultés. Et pour ce qui me concerne, j'ai vraiment éprouvé les avantages dans certaines situations d'être une femme, en particulier lorsque vous n'avez pas beaucoup de temps parce que c'est la crise, qu'il vous faut avoir une information de qualité très vite, et que le meilleur moyen de l'avoir, c'est de faire confiance à votre interlocuteur. Il faut donc qu'il vous fasse des confidences. Il vous fait plus facilement des confidences si vous êtes une femme, parce que vous n'êtes pas sur un rapport de force, jugement et de force. De la même façon, oui, bien sûr. Dans la négociation, vous avez raison, c'est le rapport de force qui s'exprime moins. Donc la négociation est plus facile. Vous pouvez être parfois un peu plus brutal d'ailleurs, un peu plus insolent dans vos prises de position. Et dans la collecte d'informations, vous suscitez plus facilement la confiance. Alors je ne sais pas si l'éthique est plus féminine que masculine, mais en tout cas, on nous la prête comme telle. Ce qui nous fait gagner quand même un temps précieux dans les échanges qu'on peut avoir avec les différentes parties. À un moment où il faut avoir ce gain de temps au maximum. Et alors, vous le constatez, donc, alors vous avez moins de femmes en face de vous en tant que dirigeante, en tant que telle, puisqu'effectivement, on sait que quand on est au niveau des PME, ETI, on est à 10%, 12% maximum. Et ça diminue encore plus on avance dans la l'escalier. Et elle dépose moins le bilan. Et en plus, elle dépose moins le bilan, vous avez raison, il faut aussi le souligner. Mais vous avez également en face de vous, je crois, on en avait parlé ensemble, des directrices financières, vous avez des femmes dans l'ensemble du staff. Donc là aussi, des réactions qui vont dans le sens de ce que vous décriviez. Oui, des réactions, en fait, un traitement plus directrice juridique, directrice financière, des RH, qui sont des postes à responsabilité éprouvés à l'occasion de la crise, ou en matière de communication, et une approche plus objective de la situation, moins sensationnelle, et donc une capacité à exécuter assez forte et fine, alors même que, contrairement à ce qu'on pense, ces situations ne sont pas très sophistiquées dans les réponses à y apporter. Lorsqu'on est aux urgences, on se préoccupe un peu plus des fonctions vitales, un peu moins de la façon dont on va demain porter son chapeau, vous voyez. La comparaison est tout à fait adaptée. Et donc, oui, c'est une sémantique qui nous est propre. Et du coup, dans ces circonstances, d'abord, on est moins genré, c'est tout à fait exact. Et les femmes sont assez pragmatiques sur l'essentiel. Ce sont des qualités que l'on leur retrouve facilement. Et du coup, elles s'insèrent très bien dans une équipe, dans la crise. Alors, il y a un pilote et une parfaite exécution. C'est-à-dire que l'exécution est tout à fait rapide, sans état d'âme. Alors, parfois avec, j'allais dire, les mêmes limites que la personne humaine peut avoir, notamment dans les ressources humaines. Mais enfin, c'est assez efficace d'avoir des femmes dans son équipe quand on est dans une entreprise en crise. Non, mais ça, vous voyez, c'est encore un point de plus qu'on ajoute à la longue liste de ce qui fait que l'on voudrait voir plus de femmes, enfin du moins une meilleure répartition, parce qu'encore une fois, la question c'est l'équilibre, c'est pas d'avoir uniquement des femmes, il faut avoir un mix équilibré. Exactement. Qui permet d'avancer. En fait. Et d'autant plus que ce qu'il faudrait idéalement, c'est qu'à la fois les femmes assument leur qualité masculine et les hommes assument leur qualité féminine, en fait, en réalité. C'est-à-dire que l'équilibre peut se retrouver au sein de chaque individu, indépendamment de son genre naturel. Et ça, c'est le bon équilibre. Et alors, dans ce que vous voyez, alors vous avez les dirigeants, les entreprises en tant que telles, mais vous voyez aussi tous les acteurs qui contribuent. Donc vous avez cité le private equity, donc vous citez les financeurs au sens large, banques et acteurs de private equity. Vous avez l'ensemble des parties. Alors comment, vous avez des investisseurs, qu'est-ce que vous observez là encore? Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire sûrement sur le sujet. Je me fais de plus en plus souvent la réflexion de regarder dans une salle et de compter le nombre d'acteurs et puis la répartition. Donc le 5 sur 40 est assez classique. Alors, on va trouver des femmes dans les équipes de négociation des banques, notamment dans les équipes d'affaires spéciales. Il y a
lignée ou une tradition quand même d'actrices, y compris à des postes de responsabilité, qui est réelle. Les banques françaises confient manifestement avec moins de réserve ces fonctions-là de négo et de sensibilité à des femmes qu'on trouve dans ce public. Beaucoup moins dans la banque d'affaires. Finalement, une petite particularité dans le monde des avocats, où il y a un nombre sérieux de professionnels reconnus, de femmes avocates en restructuring. Oui, peut-être davantage. Exactement. Et alors, on s'est retrouvés tous dans les Women in Restructuring, qui est finalement une association assez large, où on accueille des provinciales, des parisiennes, qu'on sorte un peu de ce microcosme traditionnel assez jacobin, des petites entreprises, des grandes entreprises, et puis toutes professions confondues, et surtout toute génération. C'est-à-dire qu'on s'ouvre assez tôt à professionnels qui commencent ou qui ont 5-6 ans d'expérience, et pas uniquement un pédigré d'une vingtaine d'années. Qui vont gagner justement à s'enrichir au contact des unes et des autres. Oui, absolument. Oui, donc le monde du restructuring est un monde... En fait, l'urgence fait loi. Et lorsqu'il y a urgence, à l'heure du sauvetage, on est peut-être un peu moins sensible à des traditions un petit peu plus ailées qui font qu'on donnerait une priorité masculine versus féminine. C'est pas ce que moi je constate. Chez les administrateurs judiciaires, on est de plus en plus nombreuses et on a une relation au chef d'entreprise qui est probablement plus efficace, plus rapide. Ça compte beaucoup. Mais il est vrai que les clichés habituels, je ne peux pas passer à côté de mes premiers dossiers. J'étais jeune, j'étais une femme. Vous arrivez de la Corrèze. J'étais en Corrèze d'ailleurs, parce que j'avais été nommée dans une coopérative agricole. Et je suis convoquée par le syndicat de défense des agriculteurs le lendemain de ma désignation. Je rentre dans une salle à la chambre d'agriculture à Tulle pour m'entendre dire immédiatement des hurlements très masculins. C'est vraiment étouffant en disant c'est un scandale, l'administrateur judiciaire a envoyé sa secrétaire. Ah, sa secrétaire, oui, d'accord. Oui, une femme pas le réflexe, là. jeune. Ça, alors j'ai beaucoup de respect pour mes assistantes et pour nos assistantes qui sont des vrais maillons de la chaîne, mais dans leur expression, c'était un manque de respect. Donc évidemment, je rappelais assez vite combien... Très rapidement, ils ont dû comprendre. Oui, puis très vite, ils ont expliqué qu'ils ne vont pas être payés des bestiaux, que potentiellement ils vont faire un chèque pour l'insuffisance d'actifs. Et là, très vite, votre crédibilité est gagnée. Et en fait, les femmes gagnent leur crédibilité sur la technique, en réalité. Bien sûr, et qu'elles veulent maîtriser peut-être encore plus, parce que comme il faut qu'elles démontrent, elles veulent être en parfaite maîtrise de tout cela. Mais donc, vous voyez, malgré tout, le côté positif dans ce que vous dites, c'est que vous voyez une évolution. Clairement, moi, oui, bien sûr qu'il y a une évolution. Et dans les entreprises, effectivement, les jeunes générations, les plus jeunes générations revendiquent cette évolution et attendent cette évolution. Il faut y rester vigilant, malgré tout, parce que, bon, c'est vrai que beaucoup de choses sont faites, beaucoup d'initiatives sont menées. Et vous voyez, quand on revient au niveau du monde de l'entrepreneuriat, malgré tout, les chiffres sont assez têtus et on a du mal à les faire bouger, alors même qu'il y a beaucoup de choses. Force est de constater que pour l'entrepreneuriat féminin, on ne dispose pas de moyens de prévoyance et d'accompagnement sur les étapes de la vie privée d'une famille qui permettent aux femmes d'être et entrepreneurs et mères de famille. Regardez, il faut avoir une prévoyance qui soit suffisamment riche pour venir au secours, qui puisse vous trouver des remplaçants dans certaines circonstances. Et il ne faut évidemment pas, on ne doit pas être amené à choisir entre les deux. Donc ça explique en partie les choses. Mais dans l'entreprise, je pense que ça va bien, mais enfin, quand on supprime les maths, on constate d'un seul coup qu'on a une chute. Justement, alors venons-en, pour terminer en quelque sorte, mais venons-en sur la partie l'amont, c'est-à-dire sur l'éducation et sur l'école. Donc, en tant que présidente d'HEC au féminin, qu'est-ce que vous voyez au niveau justement des générations montantes? Est-ce que vous voyez là une évolution? Et d'ailleurs, dans quel sens? Au niveau de l'ambition, parce que c'est un sujet d'ambition également, des garçons et des filles, comment ça se passe? Nous, on tire en permanence la sonnette d'alarme. On s'est associé à cette tribune qui a souligné le désastre provoqué par évidemment l'optionnalité des mathématiques au lycée, de l'enseignement des mathématiques. Il y a eu un impact immédiat par la diminution des femmes, des jeunes femmes, dans les concours d'accès aux écoles d'ingénieurs, aux écoles techniques. Et ce qui m'a beaucoup troublée, c'est que certes, il y a une forme d'autocensure par rapport à une filière dite élitiste, très grosse pression, et là, un certain nombre de jeunes femmes n'ont pas envie de s'exposer, donc là, je leur dis, soyez courageuses, parce que il y a d'autres satisfactions. Il y a un deuxième impact qui est totalement subi, qui est parce que les garçons au lycée sont moins bons dans les autres matières,
les profs, naturellement, les envoient vers des matières où ils sont plus fortes, c'est-à-dire les maths, et donc prennent la place des filles. Donc, c'est pas un choix, ça. C'est la double peine. Et puis, la troisième raison, c'est parce que, il est vrai qu'après, c'est un mauvais phénomène circulaire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui n'ont pas envie d'aller dans des classes où il y aura 3-4 filles dans une classe de 30. C'est un peu le cercle vicieux, parce qu'il faut Exactement, c'est un cercle vicieux. Donc, il faut casser ça. Il faut casser ça. Et donc, il y a beaucoup d'initiatives sur l'entrepreneuriat, beaucoup d'initiatives sur les startups, sur la tech, sur la finance, qui conduisent à être attentifs aux premières années, parce que ça se joue dans les entreprises, sur les premières embauches. Ça se joue sur les stagiaires, ça se joue sur les postes de juniors. À tous les niveaux, bien sûr, dès le départ. Il faut absolument que ce soit dès le départ pour être dans la culture, parce que sinon, il y a peu de chances qu'au moment de prendre la direction de l'entreprise, il y ait un vivier suffisant. Oui, parce que c'est le sujet d'avoir formé, d'avoir donné envie, d'avoir permis. Après, il faut que les femmes aussi prennent leur place. Moi, je suis Exactement. Pour que les femmes prennent leur place, il ne faut pas la leur donner. C'est une égalité des chances. Voilà, c'est ça. Et c'est uniquement ça. Et égalité des chances, c'est égalité des ambitions. Et l'ambition, parce que ça conditionne quand même le reste, et l'ambition, c'est aussi ce que vous avez dans votre enfance, dans votre éducation, autour de vous. Mais donc, juste pour revenir à l'instant... Elle n'est pas forcément matérielle, l'ambition. Non, voilà, bien sûr, elle se traduit par des Et c'est ça qu'il faut que les femmes appréhendent un peu mieux, en disant qu'elles peuvent être parfaitement ambitieuses de pouvoir décider, de liberté. Moi, j'ai une grande ambition sur ma liberté. Donc, j'ai choisi un job dans lequel ma liberté est un facteur clé de succès. Mon indépendance. Donc, et ça parle beaucoup aux femmes. L'ambition n'étant pas forcément de gagner beaucoup d'argent à la fin de l'année. Non, mais chacun doit trouver son équilibre. Et justement, il faut qu'elle s'assume que ce critère, et il y a d'autres critères d'ambition qui leur conviendraient très bien. Écoutez, je crois que c'est le mot de la fin. On va terminer sur l'ambition nécessaire pour les femmes et leur large capacité à rebondir, à réagir avec même certains atouts, y compris dans les situations de crise. Donc, on l'a vu avec vous. Donc, merci beaucoup, Hélène, pour ce regard et pour toujours cet état d'esprit avec la pointe d'humour qui va bien, y compris dans les situations difficiles. Merci beaucoup. Bon, écoutez, nous sommes à la fin de cette émission. Donc, c'est la fin de l'année, comme je le disais en introduction. Donc, nous nous retrouverons, je vous retrouverai avec plaisir en 2023 avec d'autres invités, tout aussi passionnants certainement. D'ici là, je vous souhaite d'excellentes fêtes et je vous remercie de votre écoute.